Je voudrais juste partager, en fait, si on a choisi ce sujet-là, les préoccupations que j'ai en tant que professionnelle de la documentation, donc responsable de la documentation au Musée national de l'éducation, et en tant que responsable de la base de données des collections. En fait, à une sorte de partager mes analyses par rapport à ce thème des bibliothèques numériques et du lien particulier entre documentation et patrimoine. Et donc, je vous propose juste rapidement de dérouler. Alors, avec ma formation d'historienne, je vais refaire un petit peu d'histoire parce qu'en m'appuyant sur l'exemple du Musée national de l'éducation et partager avec vous quelques questionnements. Le Musée national d'éducation a, dès les années 90, eu une base de données rapidement en ligne qui s'appelait Mémosine à l'époque. Et je rappelle que dans ces années 90-2000, finalement, on était dans une logique de public assez captif, on va dire ça comme ça, des publics qui se déplaçaient pour consulter des collections de patrimoine. En tout cas, c'est ce qui se passait à l'époque. Des intérêts pour les fonds patrimoniaux qui étaient manifestes, et puis un souhait voulu au Musée national d'éducation de créer une base de données dans laquelle il y avait à la fois les collections documentaires et les collections patrimoniales. Donc cette unique base servait un peu de base à la fois iconographique, puisqu'il y avait une image associée à certaines notices, et de base de référence pour venir ensuite consulter les documents au musée. À l'époque aussi, je le rappelle, les années 90-2000, on était dans une logique de logiciel client-serveur. C'était effectivement installé sur les postes, on n'était pas dans une évolution d'une consultation à distance. Et donc à l'époque aussi, la grande ambition du Musée national de l'éducation, c'était de créer un réseau des musées des écoles. Nicolas en a parlé tout à l'heure, surtout construit sur une volonté d'avoir un catalogue collectif autour du patrimoine éducatif. Et donc, pour ce faire, on a implanté ce logiciel Mémosine qui était une fabrication maison par les ingénieurs informaticiens de l'INRP qui était la tutelle du musée à cette époque. Et donc, on implantait dans un certain nombre de musées de l'école ce logiciel. On fournissait le plan de classement, une aide à la formation, dans un but futur de créer un catalogue collectif. Pour moi, c'était donc cette époque-là, c'était aussi une époque que je n'ai pas connue, je n'étais pas au musée à ce moment-là, où il n'y avait pas une volonté de travailler en partenariat. C'était un souhait assumé, j'allais dire. Donc le musée et les collections, tant documentaires que patrimoniales, n'apparaissaient ni dans le SUDOC, ni à la BNF, ni au niveau du ministère de la Culture dans le catalogue Joconde. Voilà. Donc ça, c'était l'état des lieux, on va dire, à l'époque. Pour moi, le grand tournant, c'est ensuite l'année 97. Alors, 1997, année remarquable, création de Gallica, donc on en parlera tout à l'heure. Et en 98, juste après, Google arrive, et le CNUM, on en parlera aussi cet après-midi. Ces deux dates-là sont importantes parce que pour moi, on voit un nouvel outil qui est le moteur de recherche. Alors qu'il soit généraliste ou qu'il soit spécialisé, on est là dans le web 1.0, hein, bien sûr, l'arrivée du web. La numérisation devient à ce moment-là, peut-être pas exponentielle, mais vraiment réelle. Et dans ces mêmes années, ce qui est un facteur important, je pense, il y a aussi, pour nous musées, la labellisation Musée de France qui arrive en 2002, le 4 janvier 2002. Donc ce contexte nouveau d'outils a un impact réel sur les publics. Là, on parle vraiment à ce moment-là d'un impact réel, puisqu'on voit pondre déjà des publics qui prennent l'habitude de consulter à distance et de moins en moins se déplacer. L'intérêt pour les fonds patrimoniaux commence à diminuer, il est bien réel maintenant, je pense, mais voilà, on a un public beaucoup plus sédentaire et qui... et là c'est en glissant vers les années du web 2.0, qui réellement en vient même jusqu'à choisir des sujets de recherche en fonction des fonds numérisés. Et ça, je pense que c'est un paramètre qui est très important, puisque ça change fondamentalement la façon de travailler. Donc cette introduction de ces outils et ce nouveau comportement du public va encore glisser d'un cran avec les années web 2.0, c'est-à-dire la dimension des réseaux. Là, je daterai ça évidemment avec 2004, l'arrivée de Facebook, la même année Flickr, 2006 Twitter.
On arrive dans ces années-là, effectivement, au MUNAE, à des changements de questionnement par rapport à l'évolution quand même, et de se dire, pour des raisons aussi institutionnelles, ça serait peut-être bon qu'on apparaisse dans le SUDOC. Donc il y a un léger passage de double catalogage, à la fois dans Mémosine, cette base qui était, je vous le rappelle, maison, non interopérable, je ne l'ai pas dit, mais ça allait un peu de soi, et le fait de vouloir être visible dans des catalogues collectifs. Et puis surtout, dans ces années 2005-2010, la nécessité apparaît de devoir être compatible, rentrer dans des normes d'opérabilité avec d'autres catalogues, qu'ils soient bibliothéconomiques ou musées. Et on va dire qu'on arrive en 2012, l'année où moi j'arrive et je suis recrutée pour réinformatiser les collections avec ce but-là, donc de passer de Mémosine à quelque chose d'interopérable. Pour terminer sur ces années-là, bien sûr, ce qu'on constate avec les documentalistes du musée tous les jours, c'est qu'on travaille à distance de plus en plus avec les chercheurs et usagers. Eux-mêmes ont une capacité de création d'images, puisque eux-mêmes viennent prendre des clichés documentaires. Et ça, c'était nouveau. On installe nous-mêmes un scanner en salle d'études pour faciliter cette possibilité. Bien sûr, le public aussi partage largement sur les réseaux sociaux ou via des blogs. Et il est aussi prêt à rentrer dans le jeu du partage des connaissances, que ce soit donc que ses photos, mais son savoir aussi sur les collections patrimoniales. Donc, par exemple, Flickr, on le sait, là on rejoint les problématiques des archives. Très tôt, les archives ont mis sur Flickr des documents avec un but d'identification par les publics. Ça devient aussi une réalité ici au MUNAE, puisque cette année, par exemple, pour la première fois, en utilisant la plateforme Flickr, on a demandé au public des identifications sur des photos de classe, puisque c'est une des expositions qui est en cours au musée cette année. Donc, une possibilité d'interaction. La grande évolution, bien sûr aussi, et qui permet de renouveler nos relations avec les publics, c'est le fait que les bases soient en full web, c'est-à-dire accessibles de n'importe quel endroit. Alors ça change évidemment fondamentalement, puisqu'on peut même imaginer, c'est ce qu'on pense faire à petite échelle, c'est-à-dire demander aux chercheurs ou aux usagers de rentrer eux-mêmes des données dans notre base, sur place en venant avec les documents, mais éventuellement avec bien sûr une validation scientifique toujours de l'équipe derrière. Donc pour résumer cette période, c'est que la montée en puissance des consultations à distance nous amène à avoir un service questions-réponses à la documentation du MUNAE qui arrive maintenant à traiter une question plus de 300, presque 320 questions par an, sachant qu'on est fermé 4 semaines environ dans l'année, ce qui est énorme et qui est amplifié évidemment depuis que la nouvelle base en ligne munae.fr/collection a été mise en ligne et que l'index Google remet dans son index l'ensemble des notices, nos 230 000 notices. Ces notices sont toujours à la fois des notices documentaires et des notices de description des fonds patrimoniaux. C'est un choix que nous avons fait de garder, même si dans notre base back-office, nous avons 2 bases séparées. Et donc, je voudrais terminer en disant que du coup, je me pose les questions, nous nous posons collectivement les questions sur notre politique documentaire dans ce nouvel écosystème. Je reprends l'ouvrage de l'ENSIB qui s'appelle « La recherche dans les institutions patrimoniales », là, qui est sorti en 2016, qui questionne aussi beaucoup cette relation aux chercheurs et la façon dont, du coup, on doit repenser notre façon de travailler. Au Musée national de l'éducation, on n'a par exemple pas du tout avancé sur la question des dossiers documentaires. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas de dossiers documentaires disponibles ni en interne ni au public externe. Donc se pose la question de est-ce qu'à l'heure où il faut que nous allions vers nos usagers, plutôt que ce soit eux qui viennent à nous, comme j'ai essayé de l'expliquer, est-ce que, je vous pose la question, je me la pose et je vous la pose, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux d'aller là où ils sont? Et là où ils sont, c'est par exemple sur Wikipédia. Est-ce qu'il y aurait une légitimité à aller compléter, créer, sourcer des notices Wikipédia en lien avec nos problématiques, nous, histoire de l'éducation et autres, plutôt que de créer nos propres dossiers documentaires en ligne, sur notre site, avec une visibilité moindre. Alors, il y aura des gens qui répondront cet après-midi, le Muséum de Toulouse. Bon, voilà, ça, c'est une des questions que je me pose, que nous nous posons. Bien sûr aussi, je me pose une autre question. Des bibliothèques numériques se sont développées, et notamment des gens qui sont
thématiquement proches de nous. Je pense à la bibliothèque numérique de l'Université d'Artois ou à celle de la bibliothèque d'Hydro de l'ENS Lyon. Il est évident pour moi, enfin ça me paraît évident maintenant quand j'y réfléchis, que ce que des gens ont numérisé, nous n'allons pas le refaire. Donc, est-ce qu'il ne serait pas judicieux, ce que nous n'avons pas encore fait, de mettre des liens, des permaliens qui renvoient dans notre propre catalogue en ligne vers des clichés qui ont été faits par nos collègues et qui permettent du coup, comme ça, de faire des liens entre différents catalogues et dans une communauté de savoir. Donc c'est aussi bien sûr en parallèle une politique de numérisation qui pour moi doit être résolument partagée. Alors, que ça soit sollicité par Gallica, nous avons déjà fait un versement dans le cadre du plan de conservation jeunesse, plan de conservation partagée jeunesse initié par l'ARL de Haute-Normandie. Nous avons versé pour la première fois dans Gallica et fait numériser des documents. Nous sommes à nouveau sollicités. Ça, c'est aussi la question de, effectivement, collectivement, et non pas de faire du doublon dans tout ce qui est numérisation du patrimoine. Enfin, pour terminer, je pense qu'elle était un peu longue, non, ça va. Le rôle des documentalistes, enfin tel que on l'ambitionne au Musée national de l'éducation, c'est quand même ce rôle aussi du réseau et de, par exemple, quand nous n'acceptons plus de doublons sur des documents qui nous sont donnés, de pouvoir redistribuer et le faire savoir au sein du réseau des musées des écoles qui est en cours de constitution. Donc ce rôle-là aussi d'une visibilité vers d'autres sur des sujets qui nous sont communs. Et surtout, les documentalistes, je pense, sont là pour préparer l'avant, le pendant et l'après des visites en présentiel. Puisque nous en sommes tous d'accord, ce qu'on appelle ces modules de visite virtuelle, qui est commun maintenant en langage, je pense, à des bibliothèques, à des archives ou à des musées, ce sont, je pense, une grosse tendance à aller vers des visites virtuelles thématiques que l'on pourrait développer en commun avec nos propres ressources, mais aussi celles d'autres institutions patrimoniales présentes sur le territoire. Alors bien sûr en Normandie, je pense, on en parlera cet après-midi, un musée aux bases qui se propose de fédérer les collections des musées de Normandie, mais plus largement, par exemple, imaginez des guides de sources thématiques communs entre des institutions dont les fonds sont complémentaires. Voilà, alors je voudrais terminer peut-être avec un petit peu de limites qui sont les nôtres techniquement. Alors, bien sûr, Gallica nous propose un mode de numérisation optimal. Nous, avec nos maigres moyens, mais qui sont quand même présents, un chargé de numérisation au musée et un photographe, nous arrivons à produire beaucoup d'images, mais pour l'instant, nous ne pouvons exporter sur notre base en ligne qu'une seule image. Donc, c'est aussi une frustration technique. Comment mettre à disposition tout ce que nous avons en back-office vers du front-office. Je prends l'exemple des films fixes qui sont 36 ou plus de vues. Quand un chercheur le voit, il sait que le fichier est numérisé. Il faut encore que les documentalistes lui envoient, puisque ce n'est pas directement téléchargeable. Donc ça fait partie des questions qu'on se pose. Comment coupler notre catalogue, qui est donc à la fois documentaire patrimonial, avec un outil de feuilletage de vue numérique. Voilà. Bien sûr, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais les problèmes de droit, on sait bien que on ne peut pas tout mettre en ligne, et nous, on a du patrimonial qui est récent, donc c'est vrai que ça c'est des questions qu'on se pose, mais c'est plus particulier à nos collections qui vont jusqu'au XXIe siècle. Et puis pour terminer, je voulais conclure en disant que je pense que le maître mot, bien sûr, c'est de raisonner commun, de raisonner partage. Enfin, moi, je me dis professionnelle de la documentation depuis la fin des années 80, je repense ma façon de faire une politique documentaire en me disant: arrêtons de penser que les gens viennent sur notre catalogue, nous connaissent, pensons collectif, et je pense que c'est la meilleure façon qu'on puisse gagner en visibilité. Et bien, pour cela, la technologie du moissonnage des entrepôts OAI est une technologie formidable, je trouve, qui ne nécessite pas de ressaisir les choses et qui permet, du coup, par des portails, on le verra pour le portail Odysséo cet après-midi, de donner une vraie visibilité à un ensemble de collections, qu'elles viennent des archives, qu'elles viennent des bibliothèques, fonds patrimoniaux, qu'elles viennent du documentaire ou qu'elles viennent des musées, et que l'expertise pour moi des professionnels d'information documentation reste de créer du lien,
tous les jours, les documentalistes du musée répondent à des questions et quand on n'a pas la réponse dans nos fonds, on renvoie toujours, on ne laisse pas. Et ça, c'est la vraie valeur ajoutée de cette médiation pour laquelle, on va dire, les bibliothèques numériques sont un outil, mais qui reste la vraie valeur ajoutée professionnelle. Je vous remercie.